C'est notre amie Myriam qui devait être à ma place. Pour des raisons de santé, elle vous prie de s'en excuser. Avant de passer la parole à notre orateur, je voulais vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon été. Nous entamons cette année, la 6e année. Le complexe de Caïn a été, je dirais, décliné sur différentes formes. Et aujourd'hui, je crois que Gérard Haddad voudrait mettre davantage l'accent sur la question du dénouement. Il pose la question, est-ce qu'il y a un dénouement au complexe de Caïn, à l'instar du complexe d'Oedipe, et vous dites de façon très, très poétique, qu'il volerait en éclats. Ça, c'est l'expression de Freud. Voilà, volerait en éclats avec le complexe de castration. Donc, ça va être une question qui va être au centre de notre séminaire cette année. Vous dites aussi, dans votre présentation, que cette interrogation débouche sur le champ politique. Donc, il faudra qu'on interroge cette notion de politique. Hier, j'ai vaguement écouté une cassette assez rapidement. On définissait le politique, la politique. Donc, il va falloir effectivement préciser toutes ces notions. Et ensuite, vous interrogez aussi, vous nous sollicitez, vous nous invitez à examiner la question du complexe de Caïn selon les genres. Est-ce que chez les femmes, du côté féminin, il s'agit d'un processus différent? Voilà, tout ça, ça demande à être questionné. Vous parlez de l'autre jouissance, il faudra aussi qu'on précise de quoi il s'agit, cette autre jouissance féminine, parce que les concepts lacaniens sont parfois utilisés à tort et à travers, mais ça demande à être contextualisé et approfondi, parce que sinon on ne comprend rien. Alors, juste avant de passer la parole à Gérard, je voudrais vous rappeler que le jeudi 19 octobre, nous aurons comme invité Bernard Perret. Il aura Gabriel Verret, qui malheureusement est absent aujourd'hui pour des raisons également de santé, qui fera sa présentation. Gérard, vous serez le président de séance. À la séance suivante, le jeudi 16 novembre, Gérard Haddad, président de séance Myriam, il aura comme invité Pierre Manant, qui... Non, je n'ai pas un invité, c'est un livre. Ah oui. Que je présenterai éventuellement si on arrive jusqu'à... Voilà, c'est effectivement un auteur qui a écrit un ouvrage intitulé « Naissance de la politique moderne ». Donc si vous avez l'occasion de le lire, « Naissance de la politique moderne », Machiavel, Hobbes, Rousseau. Et jeudi 21 décembre, votre serviteur, Paolo Queiroz, présentera l'ouvrage de notre président, Les millénaristes. C'est ça? Oui, les biblioclastes. Le messianisme, en fait. Hein. La question du messianisme qui prend aujourd'hui une grande... Quand j'ai commencé à parler de ça... Mais là, aujourd'hui, tous les mouvements fanatiques, tout ça, se nourrissent. En Israël en particulier, mais pas seulement. Voilà. Il faut annoncer, dites, Sophie, l'Assemblée générale à l'issue de la réunion du 16 novembre. Donc, cher Président, la parole est à vous. Dénouement du complexe de Caïn. Point d'interrogation. Oui, point d'interrogation. Bon retour après cet été assez pénible finalement, entre la chaleur, les guerres et toutes ces belles choses qui se sont produites pendant ces mois. Alors avant de commencer, je voudrais envoyer un petit message aux gens qui ne sont pas là. Mais vraiment, personnellement, ils me manquent. J'aurais bien aimé qu'ils soient là et j'attire leur attention. Je leur demande en particulier le couple Verret. Vous allez voir pourquoi. Et je les invite vraiment à regarder la vidéo qui sera faite. Alors justement, si je dis ça, c'est parce que, avant de commencer, je voudrais citer un mail que m'a envoyé Gabriel Verret, qui m'a beaucoup touché, qui je crois est important. Voilà ce qu'il dit. Je crois qu'il a saisi l'esprit du travail qu'on essaie d'engager. L'IGH, et cela depuis... Les guillemets. L'IGH, et cela depuis 6 ans, est l'image d'une métamorphose réussie de la rivalité en émulation.
c'est le lieu d'une mise en commun des intelligences avec pour résultat une créativité bénéfique pour ses membres. Alors, cette formule, la métamorphose de la rivalité en émulation, sera désormais la devise de notre association. Parce que c'est en même temps, puisque nous cherchons des issues à ce complexe de Caïn, c'est une des issues, la transformation de la rivalité en émulation. C'est pour ça que je regrette son absence. Pour lui rendre cet hommage, un mail qu'il m'a envoyé au lendemain de cette sympathique Garden que nous avons faite à Dimanche. Donc ce qu'il nous propose là, Gabriel, c'est un dépassement. Voilà une forme de dépassement. Nous allons voir un peu aujourd'hui quelque chose autour de cette question. Alors, notre association, qui pour moi c'est une start-up de la psychanalyse. Comme notre association se développe et j'accueille des nouveaux membres qui n'ont pas le Covid, c'est une chance. Madame Catlino et son Pierre-Christophe qui devrait nous rejoindre au deuxième trimestre, qui est un vieil ami que j'ai réussi un peu à extraire de son Ali, plus ou moins j'espère, en tout cas ça lui fera le plus grand bien. Alors, comme ça se développe, et personnellement, moi, vous savez que, j'ai pu le constater, je pousse toujours, je voudrais que chacun puisse trouver, non seulement venir aux réunions, mais sentir que ce qui se fait là, ça le concerne personnellement. Que c'est un endroit où l'on peut s'épanouir, où l'on peut prendre la parole, où l'on peut, voilà, toujours avec cette belle phrase, métamorphose de la rivalité en émulation. Et donc nous avons, dernière réunion de bureau, l'idée nous est venue, collectivement d'ailleurs, à travers différentes propositions qui se sont entrechoquées, de créer une nouvelle structure qui s'appellera le cercle de l'IGH. Cette structure, qui pourrait se réunir par exemple une fois par trimestre, aurait pour vocation de réfléchir au but, à l'avenir de l'association, aux perspectives qu'il faut lui donner. De la même façon, on prend un exemple immédiat, là, Marc a lancé l'histoire de Pierre Manon, on a tout de suite repris. L'idée est venue à un moment donné de s'intéresser à René Girard. C'est fou le nombre de choses qui nous sont venues, des richesses intellectuelles qui nous sont venues pendant ces années. Je pense surtout à Girard, mais je pense aussi à Otto Rank, qui a été pour moi un apport et un support très important. Et donc, il va y avoir une première réunion, je crois que c'est le jeudi 23 novembre. Jeudi 23 novembre. Alors, voilà comment ça se passe. On ne veut pas que tout le monde vienne, parce qu'on ne peut pas travailler à trop nombreux. Donc, on pense qu'une 10-12 personnes, c'est le maximum. Alors, ce que je vous demande, ceux qui veulent, ils ne seront pas obligés de venir à chaque fois. Mais ceux qui ont envie de faire partie de ce petit cénacle, qu'ils écrivent, mais ceux qui ont envie de faire partie de ce petit cénacle, qu'ils écrivent à notre bien-aimé secrétaire général, et on va établir une liste. On voudrait qu'il n'y ait pas plus de 10-12 personnes. Voilà. Plutôt que d'élargir le bureau, pour que les gens se sentent partie prenante de notre projet. C'est un projet très important. C'est pas parce qu'on est dans une petite salle, c'est pas parce qu'on n'est pas nombreux. Ce qui se passe ici est d'une importance totale. C'est ma conviction. Alors voilà. Je vous demande donc l'orientation générale de notre association est la suivante quand même, pour parler comme la bruyère, depuis qu'il y a des hommes et qui pensent, et bien depuis qu'il y a des hommes qui pensent, selon moi, il y avait aussi la première phrase du manifeste du Parti communiste. Qu'est-ce que ça a compté pour moi quand j'étais jeune? Un spectre entre l'Europe. L'Europe, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je dirais un spectre hante le monde, c'est le complexe de Caïn. Voilà. Depuis qu'il y a des hommes qui pensent, ils se demandent comment vivre avec ça. Comment vivre ensemble? Au fond, c'est la grande question. Tout le reste est subalterne. Comment vivre ensemble, aussi bien dans les familles, dans les couples, dans les communes, dans les États, dans le monde. Alors, c'est ce que
par définition, et nous allons y revenir, la question politique. Nous débouchons, grâce à notre complexe de Caïn, sur la question politique. C'est la question qui hante non seulement qui hante la psychanalyse, hein, sauf qu'ils ne s'en rendent pas compte, les analystes. Ils s'entretuent entre eux, mais bon, c'est autre chose. Elle hante la théologie, elle hante la philosophie. Tous les pans de la pensée humaine sont travaillés par cette question insoluble. C'est aussi ça le problème. Alors, je voudrais quand même, quand il y a des gens qui sont un peu nouveaux, des invités que je salue, un peu rappeler les étapes que nous avons franchies depuis les 5 ans qui nous précèdent et la 6e qui s'ouvre en même temps que le nouvel an hébraïque d'ailleurs. Donc nous sommes partis au départ, très simplement, nous sommes partis sur un questionnement du sentiment religieux. Moi je crois que ma grande force, je peux le dire, dans mon analyse avec Lacan, c'est que je me suis, et grâce à lui aussi, je me suis affronté bille en tête sur la question religieuse, qui est très mal vue dans le monde psychanalytique. On est des laïcs, on n'en parle pas, gna 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 gna. Et ça vous revient par la fenêtre avec une violence extraordinaire. Moi, je me suis tapé ça. Il faut avoir le courage qu'a eu Lacan de supporter tout ce que j'ai fait, par où je suis passé, en frôlant le précipice maintes fois. Mais au moins, je me suis dépatouillé un peu avec cette histoire qui est très importante. Alors, pour les psychanalystes en général, c'est la question du père qui est posée. Ah, la religion, c'est le père. Ben non. Je ne nie pas la place du père, mais ce qui nous est apparu très directement, c'est que c'est la violence, le religieux, c'est ce qui permet de neutraliser, de modérer, de gérer d'une manière ou d'une autre, plus ou moins mal, plus ou moins bien. Et on le sait combien les déchirements dans les synagogues, les églises et les mosquées sont importantes. Le sentiment religieux, c'est ce qui permet de neutraliser, de gérer la violence entre les membres d'un groupe donné. Et là, nous avons eu la satisfaction, le renfort extrêmement important, nous en reparlerons le mois prochain. Nous avons, sans le vouloir, moi au départ, j'avais pas une grande sympathie, mais bon, c'est pas grave, puisque c'est arrivé souvent que les personnes qui n'étaient pas au départ sympathiques, allez savoir pourquoi, pour le préjugé qu'on peut en avoir. Et après, on les découvre, et puis moi, j'ai découvert donc la pensée de Girard, surtout celle du début, celle des premiers textes, en particulier pour ce texte que je considère comme fondamental, qui est la violence et le sacré, qui recoupe totalement le travail que j'ai entrepris depuis tant d'années. Donc la pensée de Girard est très importante. Donc cette première ascension, à partir de cette analyse du sentiment religieux, nous a conduit, bille en tête, à ce concept de complexe de Caïn. À savoir, et c'est l'enseignement biblique, dans l'enseignement biblique, la Genèse, chapitre 4, premier acte que les hommes font, c'est le meurtre. Freud, il pensait qu'à l'origine, il y a un meurtre, mais c'était le meurtre du père. La Bible, la Genèse, nous enseigne qu'à l'origine, c'est le meurtre du frère ou de la sœur. Il y a de la haine du frère et de la sœur à l'origine. Cette haine peut se transformer en amour, qui arrive quand même assez souvent. Et je vous renvoie quand même à un document qui a été très important, en tout cas pour moi, j'imagine pour d'autres, à savoir la lettre de Freud à Thomas Mann de 1936. Dans cette lettre, qu'il adresse après avoir lu un des volumes de Joseph et ses frères, je rappelle, ça vous le savez, la plupart, et Freud permet de faire une petite spéculation, dit-il, concernant Napoléon. Napoléon, qui était le deuxième enfant de la famille, qui a commencé par haïr son frère Joseph,
et cette haine va se transformer dans un amour aussi grand qu'était la haine au départ. 1936, lisez-la cette lettre, tous ceux qui l'ont pas lu. Elle se trouve d'ailleurs dans mon livre. Et Freud conclut d'une manière étonnante, cette haine qui est devenue amour, la haine n'a pas disparu. La haine qui va avec l'agressivité. Cette agressivité n'a pas disparu, elle s'est simplement déplacée du frère à toute l'humanité, on peut dire. Si, ça c'est Freud qui parle, si Napoléon avait tué Joseph, il aurait épargné, je cite de mémoire, il aurait épargné à l'Europe les centaines de milliers de morts des guerres napoléoniennes. Le moteur des guerres napoléoniennes a été la haine du frère, transformée en amour, mais si bien qu'on peut même, moi je me permets d'extrapoler, toute guerre est une guerre fratricide. Toutes les guerres sont fratricides. Voilà. Il suffit de relire, comment il s'appelle Zweig, Arnold Zweig, non pas Arnold. Stéphane. Il y en a deux, hein. Stéphane et Arnold. Et Stéphane Zweig, son livre L'Europe d'hier, où il montre comment. Hein Le monde d'hier. Oui. Vous voyez, c'est un travail collectif. Hein. Et où il montre que pour faire cette guerre germano-française, il a fallu chauffer la haine. Vous savez, les Allemands, ils bouffent les enfants dans les marmites, je ne sais pas quoi, ils sont tropophages, les Allemands ramenaient sur les Français. Et quand une personne osait mettre une petite nuance, on le tuait, Jaurès. Ou alors, il fallait qu'il se tire. En Suisse, par exemple, c'était le cas de... Romain Roland. Merci. Romain Roland. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, quand même. Non, mais on va se calmer. Alors, petit truc amusant qui m'est venu, c'est que nous aimons beaucoup ce que j'appellerais les concepts couteau suisse. Le couteau suisse, vous savez, il y a tout là-dedans, il y a un tire-bouchon, il y a un couteau, il y a une loupe, enfin bref. Alors nous, le complexe de Caïn, c'est notre couteau suisse. Nous avons déjà esquissé quelques aspects, quelques effets de ce complexe de Caïn sur différents plans. Par exemple, sur celui de la jalousie à propos de ce que j'avais appelé le syndrome de Solal. Et comme quoi, la jalousie amoureuse, contrairement à ce que j'ai longtemps cru, n'est pas la jalousie du père, bien que ça peut arriver aussi, mais c'est la jalousie du frère. La jalousie du semblable. Alors, je pense qu'on n'a pas fini avec ça. Les aspects de ces... Nous sommes dans le couteau suisse. Hein. L'idée m'est venue d'envisager la question du couple, de la guerre homme-femme. Vous savez que nous vivons, nous avons toujours vécu dans cette... Surtout, alors ça prend une tournure, puisque les femmes sont en révolte, justifiée. Je pense que cette question de la guerre entre les sexes, entre les genres, est une expression du complexe de Caïn. Donc, dans le meurtre de Caïn, si Caïn est tué, c'est parce qu'il est faible. S'il avait été fort, il aurait... Hein, c'est ce qu'avait pointé d'ailleurs, je ne sais pas si vous en souvenez, Philon d'Alexandrie, dans son livre tout à fait intéressant sur Caïn, que j'ai présenté. Si Abel est tué, c'est parce qu'il est faible. Il y a nous sommes des meurtriers, il faut quand même jamais lâcher cette idée, il y a en chacun de nous cette idée du meurtre. Éliminer l'autre, j'aime cet autre. Alors quel est l'être faible que nous avons sous la main en général? Hein? C'est quoi? Ce sont les femmes. La femme occupant, depuis des millénaires, la position d'Abel. C'est ce désir de meurtre des femmes par les hommes est quand même peut-être tempéré par l'attraction sexuelle qui opère et peut-être par d'autres facteurs, mais il y a cette idée, ce qu'on appelle maintenant, on voit ça de plus en plus, le féminicide. Je ne sais pas combien de femmes sont tuées tous les ans.
par leurs compagnons. Le viol. Il faut le semblable, l'autre. On comprend la rancœur féminine après des millénaires d'avoir été occupée cette place d'Abel, soumise au coup de Caïn. Alors, je voudrais, puisque je parle de questions féminines, remarquer que souvent quand un homme, c'est-à-dire en l'occurrence moi en l'occurrence, quand on avance un concept par exemple, on ne tient pas compte de la différence qu'il peut y avoir, l'angle de vue masculin et féminin ne sont pas les mêmes. Pourtant, quand on a été élevé par Lacan, on devrait le savoir. Quand Lacan a écrit les formules de sexuation, il a bien mis l'accent sur il y a deux visions du monde différentes, si on est homme, si on est femme. Les fameuses formules qui sont très importantes, ces formules de sexuation. Je ne sais pas si vous les connaissez, il faudrait un jour s'y atteler. Alors, justement, corrigeons ce défaut et voyons, réfléchissons si le complexe de Caïn est le même chez le masculin et le féminin. Ma réponse, elle est double. Oui, c'est la même. Et non, c'est aussi. Oui et non. Alors oui, parce que les conflits entre sœurs, c'est pas de la rigolade. Quand ça s'y met, moi, dans ma pratique, dans ma clinique, dans les observations, dans les faits divers, dans tout ce que vous voulez, dans les films, dans les livres, etc., on sait combien la violence, souvent le féminin, souvent, il va à fond dans ce qu'il fait, quoi. Donc il y a un côté oui, et je dirais en même temps non, dans certaines situations, avec certaines personnes, et surtout dans les situations de familles mixtes, où il y a des garçons et des filles, on constate qu'il y a de la part de la sœur, ou des sœurs, une espèce de tempérance, une espèce de rondeur, de tempérance, disant maintenir le lien malgré la rivalité. C'est une observation, je crois, importante, parce qu'elle va il y a une flèche qui part de là vers la politique. Parce que au temps moderne, cette dimension de tempérance, de rondeur, tout ce que vous voulez, de mettre un bémol à la guerre, certaines femmes. Vous savez que Lacan dit la femme n'existe pas. C'est pas que la femme, les femmes existent. Donc il n'y a pas de catégorie la femme, mais il y a des femmes. Donc certaines femmes, on ne peut pas dire la femme elle est là. Non, il y a des femmes qui ont ce talent de tempérance, de maintenir malgré les guerres intestines le lien. Alors, petite remarque, d'où leur vient ce don? Alors je pense que, vous savez que les hommes et les femmes ne jouissent pas de la même façon. Oui, elles jouissent de la même façon. Elles ont les deux, on a la jouissance phallique, nous la partageons, d'accord? Mais, ça c'est Lacan, séminaire encore, les femmes ont une autre jouissance. Cette autre jouissance, il l'a définie du côté de la mystique, par exemple. La couverture du séminaire encore, c'est Sainte Thérèse du Bernin. La jouissance mystique, c'est une forme. Mais aussi, dit-il, la jouissance qu'une mère éprouve avec son enfant. C'est ce qu'il a appelé l'autre jouissance. Alors, le caïnisme se nourrit de cette violence phallique. Dans le cas de la femme, cette jouissance phallique qu'elle connaît,
qu'elle sait utiliser, il arrive d'être tempérée par l'autre jouissance. Certaines femmes ont besoin de jouir de cette manière-là. Jouir dans le fait de créer du lien. Jouir dans, appelons ça entre guillemets, dans la mystique. Dans le spirituel, si vous voulez. Vous savez, dans le texte là encore, là, nous avons tous été religieusement à Rome, je ne sais plus dans quelle église, pour voir cette statue du Bernin. On voit Non, c'est Santa Maria della Vittoria. Santa Maria della Vittoria, où l'on voit Sainte Thérèse d'Avila. C'est Sainte Thérèse d'Avila. Ouais. Qui avait quelques origines juives quand même, je vous le rappelle, pour ceux qui l'auraient ignoré. Et qui a une extase. Dans l'extase, il y a cette espèce... Et là, quand on dit « elle jouit », elle jouit. Donc je pense que c'est ça la différence entre le complexe de Kafka. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pour ça que je regrette les absents, aujourd'hui je lance des idées qui devraient... Vous savez que je suis quand même à l'origine un paysan, agronome, je sème des graines, elles poussent, ou elles ne poussent pas, ou elles avortent. Donc il y a une différence dans le caïnisme féminin par rapport au masculin, mais elle peut être aussi atroce et cruelle que peuvent l'être les hommes. On l'a bien vu dans les camps, il y avait des bouquins là-dessus, sur certaines femmes qui étaient d'une cruauté extrême. Alors, autre remarque, autre étape dans notre progression, moi j'ai l'impression, je vous le dis entre nous, ne répétez pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vent qui a soufflé depuis 4-5 ans, l'esprit, si vous voulez, qui a soufflé. Parce que ce que j'ai raconté, ce qu'on a raconté, c'est pas prévu, c'est venu au fur et à mesure. Le fait de faire séminaire a produit des nouvelles idées que dans leur fraîcheur relative, je me suis permis d'apporter. Je sens comme derrière moi, comme un vent qui souffle, qui me pousse à chaque étape. Alors, ce vent m'a poussé, je dirais, la dernière étape de nos travaux, et nous a conduit à ce que je considère, en tout cas pour aujourd'hui, à la question ultime. Peut-être à la chose la plus originale qu'on puisse dire. Pourquoi cette haine du frère? Pourquoi cette haine? Elle n'est pas naturelle, elle n'est pas normale. Pourquoi? C'est donc la dernière étape de notre marche, cette montagne que nous gravissons. Et c'est peut-être, à mes yeux, la chose la plus originale. Quelle est la raison originelle de cette haine? Il m'est apparu depuis mon analyse, c'est-à-dire la semaine dernière, enfin il y a 50 ans, ça ne rajeunit pas, que nous sommes habités par une angoisse fondamentale. Toute notre vie est un combat. Contre quoi? Contre l'angoisse de devenir fou. Peur de devenir fou. C'est pour ça que je n'ai pas été psychiatre à 18 ans, je n'ai pas commencé mes études de médecine à 18 ans, je devais le faire. J'ai eu tellement peur de la folie que je portais en moi que j'ai été faire de l'agronomie, pensant que les petites fleurs et les champs allaient me... Et d'où vient cette angoisse? Qu'est-ce qui nous rend fous? Le dédoublement, le surgissement du double. Vous savez, au temps de Freud, il y a eu ce qu'on appelait l'école de Zurich, qui était dirigée par un certain Bleuler et qui avait comme adjoint Jung. Ces gens-là ont inventé un concept qui a été très à la mode, je ne sais pas pourquoi, qu'il a appelé la schizophrénie. La schizophrénie, c'est quoi? C'est le dédoublement. La folie vient du dédoublement. Aujourd'hui, on nous parle de maniaco-dépressif, de l'humeur. Bon, en psychiatrie, il y a des modes. Tous les 50 ans, il y a un truc. Paranoïa, la schizophrénie. Aujourd'hui, c'est
il est binaire. Bipolaire. 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 Voilà. Donc, le surgissement, le fantasme d'un surgissement possible, du double, c'est ça notre angoisse de la folie. C'est quelque chose que j'ai vécu. Vous savez, on ne parle que des choses scientifiques, ils aiment pas, ils sont comme ça en retrait par rapport à l'objet de leur étude. Personnellement, déjà Freud, c'était pareil, il a construit son interprétation des rêves à partir de ses propres rêves. Moi, ce que j'ai construit, c'est à partir de mes propres rêves. Je vous ai raconté un jour mon rêve où j'étais confronté à mon double, en chair et en os. Et j'ai cru devenir fou. Et c'est ce que montre la pulsion meurtrière qui nous habite, née de ce désir, de cette angoisse d'abord. Et quand vous êtes angoissé, quand vous avez peur d'un danger, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez éliminer ce danger. Je prends la politique actuelle, pour un Israélien, j'ai aujourd'hui l'autre abruti, il a fait un discours à l'ONU, il dit le danger c'est l'autre. Et de l'autre côté c'est pareil, le danger c'est l'autre. Quand vous avez l'impression que vous êtes menacé, vous pensez qu'il faut vous défendre. Et pour se défendre, c'est quoi se défendre? C'est tuer le danger, détruire le danger, tuer cet autre être que vous imaginez vous menacer. Parce que derrière cet être qui vous menace, c'est le double qui est en jeu. Alors, pourquoi alors le frère? Parce que le frère est une sorte de double. Et ça, nous avons la chance d'avoir aussi. C'est sympa d'être le premier à dire quelque chose, mais moi, ça ne me plaît pas tellement. C'est bien quand même qu'on se sente qu'on n'est pas dingo en train de délirer. Girard le dit dans son livre, et d'autres disent, ou Rank dit, qu'est-ce qui est le proche du double? C'est le frère. Le frère est une sorte de double. Et la sœur. Donc c'est dans cette angoisse du double que naît la haine meurtrière du frère ou de la sœur. Le livre de Rank, là-dessus, il a quand même été un moment, pour moi, essentiel. Là, pendant les vacances, j'ai lu, entre autres choses d'ailleurs, un gros pavé qui a été consacré à Rank, à l'histoire d'Rank, mais en fait, c'est l'histoire de la psychanalyse. Parce que, comme pendant 25 ans, Rank était le bras droit de Freud, l'histoire de Rank, c'est l'histoire de la psychanalyse. C'est le livre de Lieberman. C'est un Lieberman. Gros pavé, là, 500 grosses pages, là. Mais c'est passionnant. Et vraiment, ça vous donne une image de la psychanalyse et des premiers pas qui n'est pas très, très, très sympa. Hein. Même Freud, par moments, mais par d'autres moments, on peut dire, disons comme ça, pas très sympa. Il y a un de ses élèves qui s'appelait Tosque, se suicide. Ça provoque chez lui cette réaction que je trouve un peu bizarre. Il ne me manque pas. Alors que c'était un des analystes de la première heure qui était parmi les plus doués. Ce thème du double que nous lançons, que je lance, à partir du moment où vous vous intéressez à un truc, vous voyez, ça se met à foisonner, à venir de tous les côtés, là. C'est un thème qui a une place dans notre culture importante. Le hasard a voulu que ces derniers mois, vous avez eu sur les écrans un film. Vous savez, l'Iran a mauvaise presse. Hein, chaque fois qu'on peut taper sur l'Iran. Je ne dis pas que c'est un pays sympa, hein, mais les pays sympas, j'en connais pas beaucoup, moi. Mais alors, mais l'Iran, c'est un pays extraordinaire. Il y a un film iranien qui est sorti là, qui s'appelle Ombre persane. Je ne sais pas qui l'a vu, qui ne l'a pas vu. Ça vaut le coup. S'il n'est plus sur les écrans, à l'occasion, vous achetez le DVD.
c'est l'histoire. Alors là, c'est pour le double, avec des doubles. Alors là, c'est du double direct, tout cru, massif. En 2 mots, c'est une femme qui trouve, elle voit dans le bus son mari, ou qu'elle croit être son mari. Elle le suit, elle le voit, il rentre, il enlace une autre femme. Il le trompe, ce qui est courant, ça peut arriver. Et elle est très bouleversée. Et donc il y a une enquête pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il s'avère que c'était pas le mari, c'était un autre homme. Et c'était une autre femme qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc c'était un jeu de 2 couples où l'homme et la femme sont le double de l'autre. Alors vous savez que nous avons été élevés par un texte qui s'appelle Stade du miroir. Quand on a le stade du miroir, vous savez, quand on voit son image dans le miroir, on jubile. Ça, c'est le mot consacré. Jubilation. Tu parles. On jubile pas toujours. Chaque fois que le double apparaît, le thème du double apparaît, c'est la tragédie, c'est la mort. Vous avez vu dans le livre de Rank, là, toutes les histoires qui rapportent de toute la littérature romantique, et nous savons maintenant, pour ceux qui ont lu ce livre, que le thème du double est central dans la littérature romantique. Ce qui est étonnant, c'est que nos braves analystes, y compris Lacan, ne le voient pas. Je prends un exemple. Heinrich Heine. Lacan adorait Heinrich Heine par cause des jeux de mots qu'il a fait, bon, familionnaire, etc. Mais si vous vous intéressez de manière plus extensive à Heine, c'est plein de romans de double. Edgar Poe, Monsieur Wilson, là, c'est une histoire de double, etc. Alors, c'est pas le seul film. Une amie qui est pasteur, elle m'a envoyé des liens sur 2 films. Un qui s'appelle La mort d'Orphée de Jean Cocteau. Et dans le film, il croise son double. Il dit, quand même, il aurait pu me dire bonjour, mais bon, mais il meurt après ça. Bon. Et puis un autre lien que j'ai reçu, c'est un film d'un cinéaste polonais, Krzysztof Kieslowski. Il a fait ce film qui s'appelle La double vie De Véronique. C'est 2 femmes qui sont le double de l'une de l'autre. Évidemment, ça meurt. Dès qu'il y a du double, il y a de la mort. Sans exception. Et puis vous avez aussi ce roman là, du prix Nobel portugais, là, José Saramago, qui s'appelle L'autre comme moi-même. C'est encore une histoire de double. Et ils en ont fait un film que vous pouvez voir encore, qui s'appelle Enemy, fait par un metteur en scène, réalisateur canadien. Il a pris le roman, mais bon, le roman, il y a beaucoup plus d'épisodes, c'est beaucoup plus riche, mais quand même, le film, bon, en 1h15, comme ça, vous avez liquidé le problème, si je puis dire. C'est encore l'histoire de double qui se termine par la mort des protagonistes. Toujours. Donc la jubilation est plutôt mortifère. Donc voilà ce que je considère comme une découverte majeure dans la compréhension du mystère, de l'origine de la violence. Ce serait la découverte majeure que nous offrons. Alors, ce qui est marrant, c'est que les poètes, eux, avaient compris depuis longtemps cette affaire. Donc la question que nous nous ouvrons cette année, le programme que je vous soumets, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Paolo, comment ça se gère le complexe de Oedipe? Comment ça se gère? Comment on se débrouille avec ça? Paf. Comme il vient d'être dit, Freud a écrit un article qui s'appelle « La fin du complexe d'Oedipe », où il dit dans un article, je crois que c'est 1927, donc assez tardif, où il dit le complexe d'Oedipe vole en éclats. C'est lui qui a employé cette expression. Il se résout dans ce qu'il a appelé la castration. La castration, c'est le renoncement qui est vécu comme une mort à
l'amour sensuel à l'égard de la mère. Il ne s'agit pas d'en finir dans l'affection de sa maman, comme on peut-on, hein, n'est-ce pas? On est tous là. Mais on a renoncé à elle comme objet sexuel. Et c'est très mal vécu. Ça se vit à travers une crise gravissime qui s'appelle la castration. De cette castration émerge la loi. Dans le développement lacanien, il y a l'émergence de la loi. Que dit cette loi? L'interdit de l'inceste. Eh bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dis oui, l'interdit de l'inceste, d'accord, mais en même temps, l'interdit du fratricide. Toute la Bible, c'est ça. C'est faut vivre avec ton frère. L'histoire de Joseph, l'histoire d'Ésaü, l'histoire, tout ce que vous voulez, c'est ça. Toutes les lois de Moïse, c'est de dire, tu dois vivre avec ton frère, tu dois l'aider. Si son âne tombe, il faut le ramener, etc., etc. Je ne vais pas reprendre tout le Lévitique. Vous savez comment j'interprète l'histoire, la passion du Christ, comme une espèce de tentative de sortir de ce caïnisme. Si le Christ, disent les théologiens, est notre frère aîné. Donc, la castration entraîne quelque chose concernant le complexe de Caïn. Elle le freine. Elle permet le refoulement. Elle peut le transformer en amour. Mais je dirais, il ne vole pas en éclats. Lui ne vole pas en éclats. Il subit le refoulement, il se métamorphose en un amour éventuellement. Et il se déplace comme l'histoire de Napoléon. Donc voilà, première idée que la loi, dérivée de la castration, castration veut dire aussi renoncement. On doit renoncer à quelque chose. Elle implique ton frère, tu ne tueras pas. 6e commandement, tu ne tueras pas. Qui donc? Ton frère. Ton frère ou le substitut de ton frère. Parce que les avatars, les déplacements sont... En tout cas, ça freine le déchaînement de cette violence. Mais, comme nous venons de rabâcher, cette haine, cette violence ne disparaît pas. Elle se déplace sur d'autres objets, sur d'autres êtres de plus en plus éloignés de nous, l'étranger, etc. Alors, sur ce point aussi, je me réjouis de recouper la réflexion de Gérard. En particulier, j'ai trouvé dans le livre que Gabriel Verret m'a prêté, le livre de Bernard Perret, cette phrase. Le livre s'appelle Violence des hommes, violence des dieux, ou l'inverse. Voilà ce qu'écrit Bernard Perret. Écoutez bien. Si chacun devient le double, c'est pas moi qui lis, c'est Perret. Si chacun devient le double ou le jumeau de son antagoniste, jumeau, double, c'est kiff. Si tous les doubles sont les mêmes, n'importe lequel d'entre eux peut devenir à n'importe quel moment le double de tous les autres, c'est-à-dire l'objet d'une fascination et d'une haine universelle. Donc oui, chez Girard, comme chez Perret, là, la question de la haine du frère, elle embraye directement sur cette angoisse du double. On est quand même en bonne compagnie. On n'est pas seul. On est entouré là. Je me sens, moi, me sens bien parce qu'on pourrait dire, il pourrait me dire quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai reçu un message d'un collègue fort sympathique qui s'appelle Jacques Nassif, qui fut à l'époque un chouchou à Lacan, et puis un normalien, un philosophe, etc. Et qui m'a dit, j'ai lu ton livre, et pas plus tard qu'hier. J'ai lu ton livre, comment se fait-il qu'on n'ait pas vu avant toi ce que tu racontes? Ah bah, je dis, il fallait bien
Donc, en avançant ce concept, nous établissons une jonction avec un des champs les plus importants de la philosophie. Vous savez, Lacan avait dit un jour, l'inconscient c'est la politique. Oui, cher monsieur, cher maître, mais comment on fait avec ça? Bon, tu lances un truc, après démerdez-vous, oui, d'accord, mais j'ai besoin de quelques outils pour traiter. Et bien avec notre couteau suisse complexe de Cain, nous avons réussi à établir une jonction avec un des champs les plus importants de la pensée humaine, de la philosophie, de la théologie, à savoir le champ de la philosophie politique. En affirmant, avec Hobbes, qui nous a précédés, l'universalité et l'indestructibilité du complexe de Cain, nous recoupons sans le vouloir la pensée politique dont on vient de citer l'auteur le plus pointu, le plus tranchant là-dessus, à savoir le Léviathan de Hobbes. Hobbes dit la même chose que nous, à savoir que la société, c'est la guerre de tous contre tous. Comment on fait que cette guerre reste... Donc voilà la question que cette année, je pose sur la table. Comment on gère le complexe de Cain? On a lancé quelques trucs, mais bon, il faut approfondir. Je me permets de le situer quand même, disons, il y a un axe, l'axe du complexe de Cain, qui va de l'infini de deux côtés. D'un côté, vous avez la guerre. Ah, une extrémité, c'est la guerre. L'extrême. Et à l'autre extrémité, nous avons toute une série de bricolages. Des solutions partielles, des tentatives de résoudre, faire quelque chose là-dessus. Eh bien, l'idée m'est venue, pas plus tard que cette semaine, qu'un de ces bricolages du complexe de Cain, c'est quoi? C'est le sport. Regardez un peu ce qui se passe depuis 5 ans. Championnat du monde de football. Ça a mobilisé des milliards. Ça a mobilisé des centaines de milliers de personnes. On avait à peine soufflé le championnat du monde de football qu'on a embrayé avec le championnat d'Europe de football. Ça vous a pas suffi? Eh bien, on va vous mettre le championnat du monde de rugby. Ça vous suffit pas? Eh bien, vous avez le championnat d'Europe de football. Et ça vous suffit pas? Vous aurez les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce que c'est que le sport? C'est quand même, bang, surtout le rugby, mais pas seulement, même l'athlétisme. Le sport est certainement aujourd'hui une des formes privilégiées de cette gestion. Je pense que le déclin du religieux, le déclin de cette loi du Père, a affaibli nos moyens de gérer notre rivalité fraternelle. Et donc il faut colmater. Sinon c'est la guerre, c'est l'Ukraine, c'est les Palestines, Israël, c'est je sais pas quoi, partout. On a trouvé le sport. Et ce qui est marrant, c'est que le sport est devenu ce qu'on appelle le soft power. Le Qatar dépense des milliards pour créer des équipes de football. Ils ont fait un championnat du monde au Qatar où il faisait 50 degrés à l'ombre et on a été obligé de climatiser, en toute écologie bien sûr, les stades. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est bien les Qataris, bravo. Maintenant, c'est l'Arabie Saoudite qui dépense des milliards pour acheter des joueurs et faire des équipes de football. Les pauvres malheureux, heureusement, Messi est plus intelligent que d'autres, il a refusé, pour faire des grandes équipes de football qui vont jouer sous des températures de 60 degrés. Enfin, on climatisera les stades, ne quittez pas. Donc, on comprend que, vous savez, dans les luttes des nations, le soft power, comme on dit, est très important. Les Américains nous ont colonisés avec leur soft power. Hein. Nous sommes tous intoxiqués par l'idéologie américaine.
les pays arabes, et en particulier ceux de Saoudite, ont compris et sont en train de dépenser des sommes faramineuses. Je crois que ça mériterait une étude. Complexe de Caen et sport. Alors, entre ces deux extrémités, nous avons la politique courante, la vraie. Il faut partir de cela qu'à ce jour, nous n'avons pas trouvé la solution du problème. Si bien qu'on invente, on ne cesse de trouver des solutions, de proposer des solutions, le socialisme, le fascisme, tout ce que vous voulez, la démocratie, tout ce que vous voulez, tout ce qui a été inventé depuis les temps antiques, depuis les temps bibliques. C'est quoi la Bible au fond? C'est ça, hein, c'est essayer de faire que les gens vivent ensemble. Platon, la République, Aristote, qui n'a pas... C'est un effort incessant d'inventer, de chercher, avec cette impression d'un échec obligatoire, un système qui permettrait de résoudre notre complexe de Caen. Eh bien, jusqu'à présent, sauf dans certaines utopies, nous n'avons pas trouvé vraiment de solution radicale. Il ne peut pas y avoir, apparemment, il ne peut pas y avoir de solution radicale du problème. On est condamné, enfin, à moins que Jésus redescende sur terre. Il y a des gens comme ça qui pensent que le Messie, sauf que le Messie, les gens qui pensent ça, vous en parlerez en décembre, c'est plutôt la cata à chaque fois, quoi. Voilà, donc en novembre, on essaiera de revenir. Non pas que Pierre Manant nous fait l'honneur de venir, je pourrais peut-être le contacter, je ne sais pas contacter les gens, moi. Donc si quelqu'un peut le contacter, il sera le bienvenu. Nous reprendrons cette question de la pensée politique à travers les livres de Manant, qui évoque 3 systèmes politiques différents, celui de Machiavel, celui de Hobbes, et celui que Lacan, des fois, hein, il nous a fait des petits croche-pieds, là, qu'est-ce que c'est Rousseau? Eh bien, moi, je trouve que Rousseau, c'est drôlement intéressant. Et la pensée de Rousseau, aussi bien les dissertations, là, les 2 ou 3 dissertations du début, et le contrat social, qui vont entraîner la Révolution française. Ils vont jouer un grand rôle auprès de gens comme Robespierre et les montagnards de la Révolution française. Donc vous voyez, il y a vraiment un champ nouveau qui s'ouvre. Nous avons un opérateur qui nous permet de peut-être. Et puis l'esprit va souffler encore, et il ne s'arrêtera pas. Et nous verrons la question du sport, par exemple. Voilà, chers amis, merci de votre écoute attentive.